Bonjour, mon nom est Martin Ouellette. Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions. Au cours de la prochaine heure, on va faire le tour des actualités en Haute-Gaspésie et dans les Laurentides, mais on va également vous présenter des reportages qui proviennent de partout au Québec grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine. On fait le tour des dossiers d'actualité avec Marie-Claire Roy de la télévision de la Haute-Gaspésie et Dean Brisson de la télévision communautaire des Laurentides. Vaudreuil-Dorion inaugure officiellement son nouveau pôle municipal. Dans le Grand Port-Neuf, l'Office municipal d'habitation poursuit sa mission d'offrir des loyers abordables à la population. À Lanoraie, une journée consacrée à la sécurité routière. À Montmagny, le parc du Tortillard est rénové grâce à un budget participatif. À Carleton-sur-Mer, le défi Aventure Gaspésie propose aux jeunes une course à obstacles de 20 km. Mais pour commencer, on va se rendre à Montjoly, où Marc Després de la télévision de la Métis a voulu savoir quels sont les défis de la nouvelle directrice de la MRC de la Métis, Mme Annick Marquis. Eh bien, je suis en compagnie de deux visages. Bon, un visage un peu plus connu, un nouveau visage au niveau de la MRC de la Métis, mais Annick Marquis, on change d'emploi. Bien oui, effectivement, on change d'emploi. Dans la continuité, je dirais, parce que quand même, Métis en affaires vers la MRC de la Métis. Métis en affaires, c'est un pan du mandat de la MRC de la Métis. Maintenant, mais on va avoir un plus large spectre au niveau du développement. Donc, c'est pour ça que je parle de la continuité puis de l'avenir de la MRC. Et à ce moment-là, par contre, c'est à compter du début octobre, c'est ça? 6 octobre, entrée en fonction officielle, oui. Et bon, qu'est-ce qui vous a amené à accepter un tel emploi? Bien, écoutez, je pense que j'avais le goût d'un nouveau défi. Puis, c'était une opportunité qui m'a été offerte. Et j'ai dit, bon, bien, écoutez, je reste dans la Métis. Je continue de travailler pour le territoire de la Métis. Donc, on fait le saut. Et d'un certain sens aussi au niveau économique, de par le fait même. Bien oui, par le fait même, parce que tout est imbriqué. Vous savez que le développement, l'aménagement, c'est intégré. Donc, le développement économique en fait partie. Dans ce sens-là, je pense que ça fait partie de la vision de travail et d'avenir du territoire. Et quand même des bonnes chaussures. Bon, bien que vous soyez là dans le visage métissé depuis plusieurs années, quand même des grosses pointures à chausser. Mais effectivement, on remplace des gens ça fait comme Marcel Moreau, que ça fait 25 ans qui est là. Aussi, on remplace des gens qui sont compétents, etc. Mais on arrive quand même avec une équipe, je dirais, qui est déjà là, qui est stable, et aussi des nouvelles personnes. Donc, je pense qu'on fait quand même, là, avec l'équipe, tout ça, je pense qu'on est entre de bonnes mains, on est en bonne voie, je devrais dire, pour le reste. Oui, je suis confiante. Et M. Ostigui, donc, vous arrivez comme directeur général adjoint, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Et à ce moment-là, bon, vous n'êtes pas quelqu'un du coin, là? Non, ça fait 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, là, que moi et ma famille, on a été adoptés par la région, disons-le comme ça. Donc, habitant de Saint-Octave depuis 2 ans et demi. Puis un vif intérêt, en arrivant ici, j'avais déjà fait mention à ma conjointe, je veux m'impliquer dans la région. Je veux faire une différence dans la région. Fait que c'est une belle opportunité. Et à ce moment-là, donc, votre rôle se défie exactement comme de quelle façon? Bien, avec Annick, je pense que l'objectif, c'est d'encadrer l'équipe avec l'expertise. Tu sais, j'amène une certaine expertise en gestion. Okay. Donc, l'objectif est d'encadrer l'équipe. Parce que comme Annick a dit, tu sais, les professionnels du terrain puis les professionnels, c'est les gens qui sont déjà en place, en qui j'ai une immense confiance. J'ai commencé à rencontrer l'équipe cette semaine, puis franchement, là, on a une équipe vraiment extraordinaire, là, avec des gens dévoués puis qui connaissent très bien ce qu'ils ont à faire. Fait que je vois plus mon rôle comme un encadreur, quelqu'un qui va être là pour les aider à développer puis continuer à faire leur travail avec l'expérience de gestion que j'amène aussi. Et au niveau de la gestion, donc, vous avez occupé quel genre d'emploi? Parce que je pense que c'était pas dans le milieu municipal. Là. Pas du tout. Je termine 22 ans de carrière à la Croix-Rouge canadienne. Donc, j'ai occupé 13 années d'abord au Québec, où j'ai occupé divers rôles. Mes premières années, j'ai travaillé beaucoup, là, les 4-5 premières années de ma carrière, je travaillais beaucoup avec les MRC.
en Estrie, en Montérégie, la ville de Laval, puis tous les Laurentides. Parce que j'avais quand même un gros territoire. Puis mon travail, c'était de signer diverses ententes avec les municipalités, travailler. J'ai un peu collaboré aussi au schéma de couverture de risque en sécurité incendie avec certaines municipalités dans le temps, là, ça fait un certain temps de ça. Mais j'amène aussi toute une expérience là, où, dans mes 8 ans à l'équipe nationale, j'ai restructuré des grosses équipes à l'échelle nationale, 2 grosses équipes. Puis je travaillais avec divers paliers gouvernementaux aussi, là, des gouvernements de différentes provinces, ainsi que les paliers fédéraux, le Sécurité civile Canada, puis tout ça. Donc, j'ai quand même une expertise. Le monde municipal, pour moi, c'est à 95 % quand même nouveau, mais je peux compter sur une équipe solide qui va m'aider aussi à cheminer dans tout ça. Donc, prêt à relever ce nouveau défi? Ah, absolument, absolument, avec beaucoup d'excitation. Ouais. Et à ce moment-là, donc, je pense que vous faites une belle paire déjà. Je pense qu'on est complémentaires. Déjà, au départ, on l'a ciblé. J'ai pu quand même participer aussi aux entrevues d'embauche là, du directeur général adjoint et on a fait un très bon choix. Je vous dirais, là, en tout cas, jusqu'à maintenant. Et on va être complémentaires. Moi, c'est sûr que les enjeux de ce qui se passe sur le territoire, la connaissance que j'en ai, tout ça, versus les dossiers avancés dans tous les secteurs d'activité, tout ça, ça va être plus de mon ressort. Mais avec Vincent qui amène tout... J'ose espérer, non, je le crois, cette stabilité-là au niveau de l'équipe, etc., là, pour être en mesure de mener à bien là, l'ensemble de la mission de la MRC de la Métis. Est-ce qu'on pourrait dire, de par vos expériences, des gants de fer dans des gants de velours, des bêtes de fou? J'aime pas être associée à la dame de fer, bien entendu. Oui, non, je pense que je le vois pas comme ça. Je pense que c'est vraiment... C'est devenu une grosse structure, quand même. C'est une grosse structure, mais vous savez, la gestion se fait plus comme il y a 10 ans non plus. Donc, j'ai en même temps vu un climat de collaboration, de plaisir aussi, à travailler en collégialité pour faire avancer les choses. Je pense que c'est passé ce soir au Conseil des maires en témoigne. Et ça correspond quand même beaucoup aussi à mes valeurs de travail. Et dans ce cadre-là, la collaboration, l'ouverture, tout ça, je pense que la table est mise pour que, en tout cas, du moins, moi, je suis très positive dans la vie, vous le savez. Donc, on continue dans ce sens-là. Et on sait, bon, la période électorale s'en vient au niveau municipal, donc il y a probablement peut-être même plusieurs visages qui vont changer. Donc, pour vous, d'un certain sens, c'est peut-être un bon moment pour s'inscrire dans la région? Oui, effectivement. Tu sais, moi aussi, nouveau visage. Puis j'aurai probablement à collaborer peut-être avec des gens qui vont être de retour aussi. J'espère que certains vont être de retour. Puis peut-être des nouveaux visages. Puis c'est bien. Tu sais, des fois, quand le changement amène aussi le changement, puis des nouvelles idées. Puis, fait que non, je vois ça quand même positivement, ce qui s'en vient. Puis peut-être pour faire un peu de pouce sur ce qu'Annick disait, il y a un élément que je veux aussi amener, puis qui est un élément de grand intérêt dans mes années à la Croix-Rouge, c'est le développement de tout le côté intelligence émotionnelle dans la structure de travail chez nos leaders puis chez les employés. En 2025, quand on parle leadership, on parle intelligence émotionnelle. On travaille avec des gens. Fait qu'il faut... Puis avec tout ce qui se passe, là, avec l'intelligence artificielle, ce qui nous permet de faire... De déléguer peut-être à l'intelligence artificielle des choses qui sont plus factuelles, là, de devenir plus humain avec l'humain. Puis ça, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et la machine, elle n'a pas d'émotion, donc c'est... Voilà. Ben, félicitations et on vous souhaite une belle arrivée au sein de la MRC. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Hey, merci. J'ai le plaisir maintenant de m'entretenir avec Marie-Claire Roy de la télévision de la Haute-Gaspésie, ainsi qu'avec Dean Brisson de la télévision communautaire des Laurentides. Monsieur, madame, bonjour. Bonjour, Martin. On va faire ensemble un peu le tour là, des faits marquants là, qui se déroulent dans votre région, en commençant avec Marie-Claire. Marie-Claire, là, le 16 août dernier, c'était la 3e édition de la grande vague humaine qui s'est déroulée à Sainte-Anne-des-Monts. Pouvez-vous me parler de ce que c'est que cette grande vague humaine? Bien, Martin, la grande vague humaine, toi, tu appelles ça la grande vague, mais nous, dans le fond, on appelle ça la vague humaine. C'est la vague, OK, oui, parfait. Oui,
La vague humaine, c'est la 3e édition cette année parce qu'il y a 15 ans, on a eu la première édition en 2010, ensuite en 2012. Cet événement-là est là en particulier parce qu'on veut ramasser des sous pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Puis il y a un monsieur qui s'appelle Serge Chrétien, qui est vraiment le responsable, le Manitou de tout ce beau projet-là, qui a organisé ces 3 vagues-là. Alors, cette année, la vague était un petit peu particulière. Il y a eu des activités, c'était vraiment incroyable. Mais je pense que ce qui est le plus important à dire aussi, c'est que l'objectif, c'était de ramasser des sous, justement, pour le cancer et aussi de rassembler les gens autour d'un même thème, qui est la vague humaine. On voit des images déjà de la vague humaine de Sainte-Anne-des-Monts. Ça a été vraiment un succès incroyable, comme un peu les 2 premières vagues humaines où on a eu vraiment beaucoup de gens qui se sont déplacés pour venir à Sainte-Anne-des-Monts pour voir cet événement-là et y participer. Marie-Claire, on voit les images. Là. Combien de personnes ont participé à cette vague humaine? Je vais revenir à cette grande vague humaine, parce que vraiment, c'est impressionnant. Donc, combien de personnes ont participé à cette vague humaine? Les premières années, on a eu comme 7 à 8 000 personnes. Cette année, environ 5 000 personnes se sont déplacées pendant la journée. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'activités. Donc, pas seulement la vague qui s'est réalisée en fin de journée, aux alentours de 16 heures, mais on a eu beaucoup d'activités. On les voit un peu à l'écran aussi. Oui. Dans les activités qu'on a eues, la journée a débuté avec le lancement à la mer d'une bouteille, de plusieurs bouteilles. Dans le fond, il y avait 2 ou 3 bouteilles que les jeunes des écoles primaires ont lancées à l'eau. Donc, ils ont lancé ces bouteilles-là avec des messages pour faire le suivi du cancer et exprimer un peu leur vision vis-à-vis de ce que c'est que le cancer et la santé. Alors, ça a été vraiment une grosse activité cette journée-là qui a débuté par le lancement de la bouteille à la mer. Par la suite, on a eu aussi beaucoup d'activités, dont des chanteurs, des musiciens. Il y avait des kiosques un peu partout sur le territoire. On a aussi eu des gens qui sont venus faire des hommes forts, qui sont venus faire des concours d'hommes forts pour lever des voitures. Alors, ça a été vraiment une activité incroyable qui a duré toute la journée, puis qui s'est terminée à la fin de la journée vraiment par quelque chose d'assez culminant. On a rassemblé environ 1300 personnes à l'aréna de Sainte-Anne-des-Monts pour un gros spectacle. Alors, il y a eu des activités, des présentations et des spectacles dans la soirée. Puis, on a eu la chance aussi d'avoir un groupe qui est un groupe local de chez nous qui s'appelle Les Gars de la Baie. Et ça a été vraiment le clou de la soirée. Donc, on a terminé cette belle journée-là avec ça. Est-ce que l'on sait combien d'argent a été ramassé pour la cause du cancer? Au début, les 2 premières vagues avaient ramassé environ 70 000 $. Oui. Donc, l'objectif de cette année, c'était de ramasser 30 000 pour se rendre à 100 000 $. Ça, c'est bien sûr. Mais on a vraiment dépassé les objectifs parce que, dans le fond, on s'est rendu jusqu'à plus de 50 000 $ qui a été ramassé pour pouvoir réaliser des projets au niveau du cancer de l'Est du Québec pour aider les gens là, qui sont atteints de la maladie. Une belle initiative et un beau succès. Parlons maintenant d'une institution chez vous, là. Et là, je parle de l'École de musique Miransol. Miransol fête son 45e anniversaire cette année. Avant de parler des festivités, pouvez-vous un peu me présenter, c'est quoi cette institution-là qui œuvre, on est à Sainte-Anne-des-Monts, là, qui œuvre depuis 45 ans à Sainte-Anne-des-Monts? Oui, ça fait 45 ans que l'École de musique Miransol existe. Avant ces 45 années-là, on avait des sœurs dans le temps qui étaient au couvent, qui donnaient des cours de piano et des cours de musique à nos jeunes. Mais depuis 45 ans, c'est vraiment l'École de musique Miransol qui a été fondée. Il y a un conseil d'administration. Il y a plusieurs enseignants qui enseignent plusieurs types d'instruments de musique. Donc, ça a vraiment changé. On n'est plus juste dans le classique. On a vraiment développé l'école pour pouvoir donner des cours de guitare, de batterie. Alors, il y a plusieurs instruments. Puis, les cours sont ouverts aussi autant aux jeunes qu'aux adultes. Puis, on a aussi développé des cours qui permettent de faire des cours de groupe. Alors, c'est vraiment intéressant. Puis cette année, bien, on fête le 45e anniversaire. Ben oui. Et qu'est-ce qui est prévu pour le 45e?
Alors, ce qui est prévu, c'est vraiment un après-midi avec un grand spectacle et le retour de plusieurs musiciens qui sont passés à l'École de musique Miransol, qui sont devenus des personnalités un peu connues. Donc, OK. on en a un qui est devenu chef d'orchestre. Il y en a d'autres qui ont fait des petites carrières en musique. Donc, de plus grandes carrières aussi. Donc, c'est sûr que l'école a développé des musiciens, mais elle a permis aussi de développer aussi le goût de la musique chez les jeunes et chez les moins jeunes. Donc, cette journée-là, il va y avoir un gros spectacle avec des invités spéciaux. Puis, on va faire le lancement de quelque chose de particulier, mais pour l'instant, Oui. je ne peux pas encore en parler. On pourra peut-être s'en reparler un peu plus tard cette saison. Mais il y a des gros développements qui s'en viennent du côté de l'École de musique Miransol, malgré le fait que ça fait 45 ans que l'école est là et qu'elle permet le développement musical au niveau des jeunes. Et là, on va faire apparaître là, l'adresse de l'école, le site Internet de l'école. Il sera possible d'entrer en communication avec eux pour se procurer des billets pour participer au 45e? Oui, justement, à partir du 7 octobre, les billets seront disponibles un peu partout dans la région. Oui. Puis, en plus, bien, à partir du 7 octobre, on va faire vraiment le lancement. Aujourd'hui, c'est une primeur, là, mais on va faire vraiment le lancement de cet événement et d'une campagne de financement qui viendra par la suite. Alors, écoutez, la meilleure des chances là, pour cette campagne et puis la meilleure des chances pour ce grand concert du 45e. Et là, je vais m'entretenir avec Dean Brisson à ce moment-ci. Dean Brisson, bonjour. Bonjour Martin. Hey, Bonjour. Félicitations à l'équipe de la télé la Gaspésie. Là, c'est vraiment bien. Là. Merci. Oui, puis les images sont très, très belles également des reportages sur la fameuse vague humaine. Dean, de votre côté, là, il y a un fameux musée qui vient d'ouvrir à Saint-Sauveur. Pouvez-vous nous en parler un peu? C'est unique au Québec, Martin. C'est vraiment très rare qu'on puisse avoir accès à ça. C'est un monsieur qui, depuis qu'il est tout jeune, collectionne des petits objets, après ça, des moyens objets, des gros objets. Et c'est un monsieur qui, lui, a été dans le domaine de la machinerie toute sa vie. OK. Puis il s'est mis à collectionner des jouets, après ça, des skidoo, puis après ça, de la machinerie comme telle, des enseignes. Écoute, ça n'arrête pas. Mais juste pour te dire, Martin, là, ça prend 2 heures à 2 heures et demie faire le tour du musée avec un guide. Ça, c'est le musée Rodrigue et c'est à Saint-Sauveur. À Saint-Sauveur, 5000 objets à voir qui racontent l'histoire des Laurentides, à partir du curé Labelle jusqu'à aujourd'hui, ou presque. Ce qui est le plus impressionnant, oui, je vous écoute. C'est les miniatures. Ils ont fait un paysage miniaturisé avec les trains et les personnages. Puis là, on explique que les villages se créaient auprès des cours d'eau et d'une ferme pour ensuite s'agrandir autour de ça. Alors, les outils au début, c'était pour le bois. Après ça, c'était pour la ferme. Après ça, c'était le train, etc. L'histoire et tous ces objets sont là. C'est écœurant, c'est fascinant. Et on a le pilote d'avion, M. Piché, qui est porte-parole de toute la section aviation. OK, parce que là-dessus, je pense qu'il faut le mentionner. Lui, il a collectionné plein de choses, là, M. Rodrigue. Il y a quelque chose comme 16 salles d'exposition différentes au musée. Oui, l'aviation, la forge, la menuiserie, les jouets, la téléphonie, la vie d'antan, donc tous les objets utilisés dans le temps. Le petit train du Nord, celle-là, le M. Rodrigue en question. On le voit bien, là, oui. Il y a des petits-enfants. Puis là, si vous allez voir l'émission là, sur tvcl.ca, les petits-enfants racontent qu'ils allaient avec eux, un à la fois, là, à des encans acheter des jouets ou des morceaux d'histoire du Québec, qui a tout rassemblé ça depuis toute sa vie. Est-ce que ça sera ouvert à l'année dorénavant? Comment ça fonctionne? On peut parce se rendre qu'avant, là? c'était... Oui? Oui, c'est ça. Avant, c'était ouvert sur rendez-vous seulement, mais maintenant, c'est ouvert à l'année. Il faut réserver d'avance, prendre rendez-vous, et c'est 30 $ pour un adulte, 15 $ pour les 6 à 16 ans, et les moins de 6 ans, c'est gratuit. C'est à Saint-Sauveur, et c'est le musée à voir au Québec. On est vraiment chanceux d'avoir ça. On va vous croire sur parole. Collection. On va vous croire sur parole en attendant d'aller faire un tour à Saint-Sauveur. J'aimerais parler d'un deuxième thème maintenant avec vous. La municipalité d'Huberdeau s'est vraiment réjouie, puis il y a des communiqués qui ont été émis, puis toute la communauté d'affaires s'est réunie.
pour souligner l'ouverture prochaine d'une station-service d'essence à Huberdeau. Pouvez-vous me dire, j'ai été un peu surpris de voir à quel point tout le monde se réjouissait de voir arriver un commerce comme celui-là. Pourquoi c'est si significatif, là, l'ouverture de cette station-service à Huberdeau? Dans les villes et villages, mais en fait, les municipalités de moins de 1000 personnes, il y a 22 des municipalités qui n'ont pas de commerce dans leur joyau municipal. Là. Alors, pour nous, à Huberdeau, parce que notre studio est à Huberdeau, c'est depuis plusieurs années maintenant que la station d'essence a été fermée, si on veut, pour des raisons X. Et ça fait plusieurs années que les citoyens, non seulement de Huberdeau, mais de Brébeuf, Hammer, Saint-Rémy, les villages autour, veulent avoir de l'essence d'une manière ou d'une autre parce qu'on est à 30 km d'une station d'essence. Ça représente environ 5 000 de population, là, tu sais, tout le tour ici. Là. Oui. Alors, ça va devenir comme un point de ravitaillement aussi pour les skidoo l'hiver, les motos l'été. Ici, on voit justement Mme la députée Chantal Janotte, Benoît tout le monde Chevalier, était là. oui. On a M. Haussmann, le propriétaire avec la chemise rose, qui, lui, a fait un deal avec la chaîne Esso, après avoir sollicité toutes les chaînes. Oui. Il y a les conseillers municipaux qui sont là, M. Bétourné, M. Gratton, et le préfet, M. Lheureux, qui est à Dean Brisson, à droite de la ça représente un investissement de combien, à peu près? On parle de 900 000 en tout pour créer une petite station autoservice. Et le gouvernement de la CAQ a mis 150 000 Oui, 150 000. du fonds des régions et de la ruralité qui vient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce 150 000-là fait que ça devient plausible de se réaliser. Et en plus, la Ville a beaucoup collaboré pour que les permis puissent être obtenus. Dean, dites-moi, Dean, souvent, quand une station-service ferme dans un petit village, on parle de dévitalisation. Quand une station-service revient dans un village avec une construction neuve, est-ce qu'on peut dire que la ville de Huberdeau prend de la vitalité? Que c'est une ville qui est en train de grossir et d'émerger, je pourrais dire comme ça? On est vraiment un petit joyau caché avec la rivière Rouge, les plages de sable à l'infini et tout ça. Donc, oui, ça s'en allait vers la baisse, mais il y a eu un nouveau maire qui a ramené un peu l'énergie de vouloir se revitaliser. Il y a un petit café qui vient d'ouvrir. Je vais faire un reportage bientôt là-dessus. Justement, dans l'ancien 5-10-15, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un reportage sur le 5-10-15 qui liquidait ces objets. Fait que, oui, la ville reprend un peu du poil de la bête, là, si on veut. Bon, bien, tant mieux. Regardons maintenant, si vous permettez, juste faire un tour rapide, puis je tiens à le souligner. On va parler d'élections municipales, mais la date limite pour déposer sa candidature, c'est vendredi, ce qui représente là, 2 jours après le moment où nous enregistrons cette émission. Donc, c'est difficile d'avoir un portrait très précis, là, parce qu'il risque d'avoir bien des surprises encore entre le moment de l'enregistrement et la fin de la période pour déposer sa candidature. Mais j'aimerais quand même voir, faisons ça préliminaire, là. Marie-Claire, de votre côté, comment ça se présente, les élections municipales, oui? Les élections, c'est sûr que pour l'instant, comme tu l'as dit, on n'a vraiment pas l'ensemble du projet, de savoir portrait, qui... oui. Oui, c'est ça, le portrait, dans le fond, on ne peut pas savoir exactement qui a donné son nom pour devenir maire ou conseiller, mais je peux te dire, par exemple, qu'on a 8 petites municipalités qui seront en élection le 2 novembre prochain. OK, donc, lesquelles? ici, en Haute-Gaspésie, ça représente 8 municipalités. Oui. Puis, on a quelque chose de particulier, nous autres, chez nous, parce que le préfet est un préfet élu. Donc, en plus d'élire nos maires et nos conseillers, on aura à voter pour un préfet. Pour l'instant, il y aurait probablement 3 personnes qui auraient donné leur nom, mais on ne sait pas exactement toutes les informations concernant qui sera vraiment prêt à donner son nom pour les élections du 2 novembre. Et Marie-Claire, quelles sont les municipalités sur votre territoire? Vous parliez de 8 municipalités. C'est possible de nous les nommer? Oui, je les ai. Alors, j'ai Capcha, La Marthe, Marsouis, Mont-Saint-Pierre, Rivière-à-Claude, Saint-Maxime-de-Mont-Louis, Saint-Anne-des-Monts, bien sûr, et Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine. Je te dirais que Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine, Madeleine-Centre, c'est le nom le plus long d'une ville au Québec.
Donc, il va y avoir les élections là. Puis juste Oui. avant de finir, Martin, j'aimerais ça juste ajouter, parce que tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais pour le 45e anniversaire de Miransol, Oui. ça va se passer le 8 novembre dans l'après-midi. OK, donc pour Miransol, il est possible de s'acheter des billets. Et puis, peut-être qu'on aura une candidate qui s'appellera Madeleine, la Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine. Comme ça, on aurait le trio complet. À revenir et à suivre. Merci, Marie-Claire. Dean, de votre côté, est-ce qu'on est capable d'avoir un portrait un peu de comment ça se présente dans les Laurentides? Moi, j'ai 60 municipalités, donc c'est dur quand même. On les nommera pas toutes, OK? On les nommera pas tous, mais mais dans toutes les plus grandes, mettons Saint-Sauveur, Oui. Sainte-Agathe-des-Monts, il n'y aura pas d'élection jusqu'à présent. C'est vendredi à 16h30 qu'on saura OK. si quelqu'un met son nom à la dernière minute. On parle Mais des pour maires. l'instant, Dean, on parle des maires qui seraient élus par acclamation dans ces grandes villes-là. ouais, et un conseil au complet, dans les OK. deux cas, que ça serait par acclamation. Mais est-ce qu'il y a des Ouais, luttes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà annoncées, des points chauds sur votre territoire où on sait qu'il va y avoir des luttes électorales? À Mont-Tremblant, le maire sortant, M. Luc Brisebois, après 30 ans de service, quitte la vie politique. OK. Et il y a la mairesse adjointe qui se présente et un monsieur qui s'appelle Luc Brisebois, qu'on voit partout dans la communauté, qui a déjà été conseiller municipal et qui se promène partout, parle aux enfants, parle à tout le monde. Il est super fin. Madame Laverdure aussi est une créatrice d'une agence de pub dans les Laurentides, chose très rare, qui s'appelle Rouge Marketing. C'est la fondatrice de ça et qui est impliquée dans toutes sortes de projets aussi au niveau communautaire. Donc, ça va être une chaude lutte. Les deux présentent une équipe de 8 candidats. Alors, il y a 8 districts à Mont-Tremblant. On sait que Mont-Tremblant, c'est le 3e pôle touristique le plus important au Québec, après Montréal et Québec. C'est Mont-Tremblant. Donc, on va avoir droit à du changement probablement, mais vu que c'est 2 équipes, ça se pourrait que les 2 équipes se mêlent aussi. C'est ce qu'on va savoir. Mais vendredi, 16h30, dernière chance pour mettre votre nom sur la liste électorale. Bien, il me reste à vous remercier pour ces précisions sur ce qui se passe par chez vous. Je compte sur vous pour nous envoyer des reportages là, sur ce qui se passe aux élections municipales d'ici au début novembre prochain. Et pour terminer, si vous voulez bien, parce que c'est vraiment intéressant, on va aller voir la vidéo promotionnelle du Musée Rodrigue dont Dean Brisson vient de nous parler. Et vous allez voir, à Saint-Sauveur, c'est comme à ne pas manquer. Et là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Merci à toi, Martin. Merci et au plaisir. Bonjour tout le monde, bienvenue au Musée Rodrigue. Venez avec moi pour visiter nos 16 salles thématiques et plus de 5000 artefacts uniques dans un musée hors du commun. Je suis particulièrement heureux de vous présenter mon musée. C'est une passion qui a commencé il y a longtemps. J'aimerais ça transmettre cette passion-là aux plus jeunes aujourd'hui. C'est un des objectifs ici, c'est de servir un peu de base éducationnelle pour les jeunes. Alors on a ici une des plus belles salles de train miniature au Canada. Je vous demanderai à n'importe qui visite ce musée-là. C'est pas croyable tous les artefacts qu'il y a ici de toutes les années. Il compte une histoire de A à Z. Je suis content d'associer mon nom à ce musée-là. Et j'invite toute la population du Québec, quand vous passez par Saint-Sauveur, cherchez ou googlez Musée Rodrigue, puis il faut vous passer par Saint-Sauveur pour venir voir ce musée-là. C'est une affaire extraordinaire, puis je pense que c'est un événement unique dans tout le Québec. À Vaudreuil-Dorion, on inaugure un nouveau bâtiment qui est à la fois hôtel de ville, bâtiment administratif et bibliothèque municipale. Un reportage de Chantal Bédard de cesure.tv. Depuis la première pelletée de terre en novembre 2022, l'inauguration du pôle municipal à Vaudreuil-Dorion, regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et une place publique, a finalement eu lieu en grande pompe le 22 mai dernier. C'est avec beaucoup de fierté que je prends la parole aujourd'hui pour souligner un moment important pour notre ville, l'inauguration officielle de notre nouveau pôle municipal. Ce projet audacieux, on l'a imaginé, planifié et bien bâti. C'est le résultat d'une vision partagée, celle d'une ville moderne, humaine, tournée vers l'avenir.
Est-ce qu'on est fiers parce que c'est aujourd'hui le lancement officiel? C'est sûr qu'on est fiers. À partir de demain, la bibliothèque va ouvrir, donc on est bien contents. Votre sentiment quand vous voyez ça, là, c'est terminé? Fierté, mais audace. Quand tu regardes ça, là, prendre l'audace pour clencher un projet comme ça, là, avec quand même un projet de 70 millions, il y a une subvention de 5 millions. Le restant, c'est du financement local, donc j'en suis extrêmement fier, extrêmement fier. Ce site-là a été choisi parce qu'on est vraiment au centre de la ville. Bien, pas au centre au sens près, mais pour la population. On avait un chiffre qu'on présentait au conseil à l'époque, mais il a augmenté depuis ce temps-là parce que ça construit beaucoup dans le secteur de la gare. Aujourd'hui, il y a 53 des logements qui sont à moins de 2 km du pôle municipal. L'arrivée par train a servi de notre point de départ de la réflexion. Le projet s'affiche comme un volume allongé, simple et translucide. L'autre idée forte du projet qui était celle que se déploient sur 2 étages et sur la mezzanine en haut les programmes principaux du bâtiment, donc hôtel de ville et bibliothèque, et que ça s'emboîte de manière à ce que les interactions entre le public, les élus et les employés municipaux soient maximisées. Dotée d'une superficie de 2600 mètres carrés sur 2 étages, la nouvelle bibliothèque propose une variété d'espaces et de services modernes adaptés. Et que dire du Fab Lab, un véritable laboratoire technologique destiné aux projets créatifs de tous âges. Dans l'espace central, sous la place publique, trône Dédale, une œuvre d'art signée Elisabeth Picard. La salle du conseil des plus ergonomiques permet aux citoyens d'assister aux séances du conseil. Dans le Grand Port-Neuf, l'Office municipal d'habitation gère quelques 500 logements dans plus d'une quarantaine d'immeubles et Charles Laviolette de CJSR nous indique que les défis à venir sont nombreux. Au Québec, il y a une pluralité d'organismes qui se chargent de coordonner les aides au logement et qui gèrent les logements sociaux sur le territoire. On les nomme les OMH, les Offices municipaux d'habitation. L'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, l'OMH-GP, gère des logements et prend en charge les aides au logement sur le territoire de la MRC de Port-Neuf, en plus des municipalités de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Lac-Saint-Joseph et Fossambeau-sur-le-Lac. Alors que les besoins en logement sont en hausse et que les prix augmentent et que l'itinérance, en particulier l'itinérance cachée, devient un enjeu important, l'organisme est en période de réajustement. De nouveaux services sont sur le point d'émerger et un nouveau directeur général est entré en poste en 2024. Mon nom est Marc Voyer, je suis directeur général de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. L'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf est une organisation communautaire qui a une vocation parapublique. Elle a comme mission de développer le logement abordable sur le territoire de Port-Neuf et d'une partie de la Jacques-Cartier. Elle vise à offrir des logements pour les personnes qui ont des revenus faibles ou modérés qui sont en recherche de logement. Un des principaux atouts de l'OMH-GP, c'est le parc immobilier dont il est propriétaire. Le parc immobilier du Grand Port-Neuf compte une quarantaine d'immeubles répartis sur le territoire de Port-Neuf et de la Jacques-Cartier. On compte notamment des immeubles pour les personnes de 50 ans et plus, avec des logements pour cette clientèle-là. On en compte environ 301 logements. On a également des logements familles qui vont être situés surtout dans les plus grandes villes du territoire, avec environ 80 logements pour familles. Et enfin, on a des logements qu'on va considérer plus adaptés pour les personnes handicapées ou des personnes qui ont des limitations physiques. L'ensemble de ces parcs-là compte environ 500 logements qui est géré par l'Office. Et à ça s'ajoute environ 125 logements qui est constitué de logements qu'on va appeler des logements privés. Donc, c'est des logements qui sont situés dans des immeubles privés, des propriétaires privés, qui, eux, acceptent d'avoir dans leur parc immobilier un logement adapté pour la clientèle sociale qui est plus en recherche, qui est moins en moyens financiers.
Si vous vivez dans la MRC de Portneuf ou de la Jacques-Cartier et que vous êtes à la recherche d'un logement, le service d'aide à la recherche de logement est là pour vous, et ce, peu importe vos besoins ou vos revenus. Depuis plusieurs années, l'Office municipal d'habitation, en collaboration avec les partenaires du milieu, travaille à atténuer l'impact du manque de logements sur le territoire de Portneuf et des environs en développant des partenariats, en axant des services pour aider les personnes qui sont en recherche de logement à se trouver un logement, notamment le service d'aide à la recherche de logement du territoire qu'on appelle le SARL. Le SARL offre des statistiques sur les besoins en logement, mais également est la porte d'entrée pour toute personne qui cherche un logement sur le territoire, que ce soit du logement social, du logement abordable ou toute personne qui cherche un logement de qualité à 2 000 $ par mois. Toute personne qui habite sur le territoire a accès au service du SARL pour répondre à ses besoins de logement. Les personnes intéressées à utiliser les services du SARL peuvent contacter l'Office municipal d'habitation au 284-0016 et en faisant le poste 0. C'est toujours le service de SARL qui va recevoir les appels et la personne qui est au bout du téléphone va faire une première vérification pour s'assurer que le demandeur ne se qualifie pas pour un programme connexe qui pourrait aider, comme par exemple se qualifier pour un logement dans un HLM du territoire. Donc, lorsqu'une personne fait une demande au SARL pour un logement, si la personne se qualifie pour un logement subventionné de l'Office, on va regarder les différents critères. Les critères qu'on va regarder, premièrement, c'est la provenance. Est-ce que la personne est citoyenne canadienne ou est à l'étranger? Une personne qui est nouvellement immigrante sur le territoire de Portneuf n'a pas accès au service. Ensuite, on va valider si la personne habite depuis minimalement 12 mois dans les 24 derniers mois sur le territoire de Portneuf. Selon votre situation, l'OMHGP vous dirigera vers les services appropriés. En plus de pouvoir attribuer les logements de son parc immobilier, l'Office d'habitation peut vous diriger vers ses programmes de subvention de loyer. Une personne qui se cherche un logement pour nos logements, pour le logement subventionné, a des barèmes à respecter. Globalement, pour les municipalités de Portneuf, le revenu pour une personne seule va se situer à 25 500. En haut de 25 500 ne se qualifie pas pour un logement. Ensuite, des barèmes pour un couple, une famille. Il y a différents niveaux qui vont rentrer par la suite. Lorsque la personne se qualifie pour les logements, on va nous regarder au niveau du parc si on a un logement disponible pour cette personne-là. Si on n'a pas de logement disponible lors de la demande, on va soit la mettre en liste d'attente pour une prochaine libération que la personne pourrait accéder, ou encore on peut la placer en logement PSL qu'on appelle, donc c'est les logements privés. Donc une personne va recevoir un avis pour dire qu'elle est qualifiée, elle a 3 mois pour se trouver un logement sur le territoire. Dès qu'elle va trouver un logement sur le territoire, nous on va faire des démarches avec le propriétaire pour encadrer le financement. Donc la personne qui se retrouve en PSL paiera un montant environ 25 % de ses revenus, comme en HLM, mais dans un logement privé. Dans certaines situations, des demandeurs pourraient avoir des accès directs à nos logements pour certaines situations, notamment les personnes en situation de vulnérabilité, de violence conjugale, ou lorsqu'une personne est complètement à la rue. Donc, dans ce cas-là, on va vraiment profiter d'un accès accéléré pour accéder à un logement, toujours dans une optique de laisser personne en itinérance à l'extérieur, avec aucun logis, je peux dire. Donc, on sait maintenant que l'itinérance qui anciennement était présente sur le territoire, mais était plus de niveau caché, maintenant, on va la retrouver davantage. On va avoir des cas, exemple, où des situations d'itinérance vont être déclarées dans les postes, les bureaux de poste du territoire, les caisses des jardins, ces éléments qui sortent un peu plus. Un portrait sur l'itinérance dans Portneuf est en cours de réalisation et les résultats seront bientôt rendus publics. En attendant, on peut dire que les décideurs et les élus dans la région sont en pleine prise de conscience. Si on parle d'accessibilité, d'abordabilité et de la qualité des logements, beaucoup de ménages ont vu leur situation se dégrader dans la région. Dans une deuxième partie de ce reportage, Marc Voyer nous présentera plusieurs nouvelles initiatives qui viendront répondre à un manque de services dans la région. À Lanoraie, une journée consacrée à la sécurité routière a regroupé plusieurs organismes sous le thème « Mets-toi dans les souliers de l'autre ». Un reportage de l'équipe de CTRB. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on est en présence de la journée sécurité routière à Lanoraie. Donc, vous avez en arrière de moi les partenaires qui sont en place. C'est une journée qui est sous le sens de la sécurité, mais aussi de l'organisation, sous la découverte. Donc, je suis très, très heureuse de voir Opération Nez Rouge
Les contrôleurs routiers sont avec nous. La SQ est avec nous. On a Action vers zéro. On a des partenaires de choix. On invite toute la population. Cette activité-là sera probablement reprise au fil des années. Donc, c'est sûr qu'on est très, très enthousiaste. On a la température avec nous. C'est au-delà de notre activité. C'est sûr que je remercie aussi la municipalité avec nos travailleurs de la voirie qui nous font participer à un chantier de construction. Donc, merci à tous et puis suivez-nous. Merci. Alors, j'aimerais remercier Marie-Pierre de Express Mont-d'Or qui est avec moi aujourd'hui à la journée sécurité routière dans laquelle le thème principal est « Mets-toi dans les souliers de l'autre ». Alors, ils sont venus avec un fardier. Alors, je vous laisse, Marie-Pierre, nous expliquer un peu ce que vous faites aujourd'hui pour la population et pour les villes environnantes. Les gens ont pu monter dans le fardier. Merci. Oui, effectivement, c'est la deuxième année qu'on participe à l'événement de la sécurité routière de la Noret. On est ici aujourd'hui avec un camion, une remorque. On a les contrôleurs routiers qui sont avec nous, qui nous ont apporté des tapis d'angle mort. Donc, le but de la journée est de sensibiliser les automobilistes, les enfants, les usagers de la route aux angles morts quand on est camionneur, donc dans un véhicule lourd. L'importance de savoir ce que le camionneur ne voit pas. Donc, on est ici pour parler de ça. Les gens peuvent embarquer dans le camion, voir la réalité du camionneur. Alors bonjour, je me présente Annick Bribosia, chargée de projet pour l'Association des réseaux cyclables du Québec. C'est important d'être ici aujourd'hui pour bien expliquer les différentes lois, règlements qui entourent chacun de ces engins. Donc on a développé des outils qui permettent à promouvoir et informer les personnes sur les différents types d'engins. Et les outils qu'on a développés, que ce soit des affiches, mais également les vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'Association des réseaux cyclables du Québec, expliquent avant d'acheter votre engin, que ce soit un vélo à assistance électrique ou une trottinette électrique, vous permettent de bien comprendre les composantes qui sont obligatoires et à respecter selon le code de la route. Alors, bonjour aussi nous. Merci de nous appuyer. Alors, Action vers zéro, un organisme de longue date comme partenaire, déjà depuis 3 ans. Donc, j'aimerais ça un petit peu que tu nous parles du partenariat qu'on a entre la municipalité de la Noret, le plan d'action qu'on a construit ensemble et puis ce que vous avez fait pour nous. OK, merci Lynn. Donc, le partenariat, comme vous l'avez si bien dit, donc, nous, on est un organisme à but non lucratif. Nous travaillons pour l'amélioration de la sécurité routière. Donc, des municipalités comme la vôtre
sont des endroits vraiment indiqués pour accompagner la communauté à améliorer la sécurité routière. Ce qu'on a fait ces 3 dernières années avec vous, je pense qu'on est en train de soulever des montagnes. On a entre autres dans le partenariat des programmes de formation sur les bonnes pratiques de sécurité routière. On a entre autres en train de presque finaliser le plan d'action pour l'amélioration de la sécurité routière dans la communauté de Lanoraie, dans le but de vraiment avoir un plan d'action de lutte contre l'insécurité routière. Dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, l'appel rentre au 911. Souvent, on se pose des questions quand l'appel rentre au 911. Vous faites le 911, puis la centrale, on appelle ça le 911 primaire. Donc, le 911 primaire vous répond. Le 911 primaire, par la suite, va transférer l'information au 911 secondaire. Quelle est votre urgence? Souvent, on vous demande ça. Quelle est votre urgence? Police, pompiers ou ambulance? On transfère ça. Quand on vous pose des questions, mettez-vous en tête que l'appel est déjà déployé et nos effectifs sont en direction. Toutes les informations que vous pouvez nous donner à la centrale, mais nous, l'officier, va l'avoir. C'est très important de ne pas se décourager quand vous faites le 911. L'appel est déjà transféré au service dont vous avez besoin. Donc, la simulation aujourd'hui, on va avoir l'officier qui va arriver sur les lieux d'intervention, va faire son analyse de la situation. Puis par la suite, va déléguer ses pompiers, va dire « Voici les tâches que vous avez à faire. » Bien sûr, gardez ma main. Continuez à garder ma main. L'officier s'approche, parle à la victime. On laisse tomber. On peut le gratter là-bas. Dans le cadre de son premier budget participatif, c'est-à-dire un budget où les citoyens peuvent déposer des projets, la Ville de Montmagny a choisi la rénovation du parc du Tortillard. Un reportage de Mario Lacombe de CEMA TV.
C'est avec fierté que la Ville de Montmagny a inauguré le projet gagnant de la première édition de son budget participatif mené en 2024, soit le rajeunissement des modules de jeux du parc du Tortillard, situé sur la rue des Cheminots. Proposée par Marie-Pierre Coulombe, cette initiative fait en sorte que le parc de quartier a été renouvelé et est désormais principalement dédié aux 0-5 ans. Madame Coulombe nous parle ici de son implication dans l'aboutissement de ce projet. Bien, quand moi-même, j'étais au début de l'adolescence, on venait jouer ici. Puis en date d'aujourd'hui, avec mes 5 enfants, c'était encore les mêmes modules, un peu défraîchis. Fait que je trouvais que c'était le temps de pouvoir repimper un peu notre parc, là. Dans le fond, en 2024, j'ai proposé, faut proposer notre projet au budget participatif. Puis ensuite, il y a un comité de sélection qui va recontacter les projets qui sont finalistes. Dans mon cas, j'ai été contactée. Puis ensuite, en novembre, dans le fond, mon projet a été choisi par le public. Dans le fond, tout ce qui est concitoyen, c'est mon projet qui a eu le plus de votes. Puis ensuite, ça a été à cet été, j'ai eu la confirmation durant l'hiver. On a fait le choix des modules, on a fait le choix des couleurs. Puis dans les dernières semaines, dans le fond, on a fait l'installation des modules de jeu. Puis nous voici aujourd'hui. Parmi les modules de jeu installés, on compte une maisonnette pour enfants, un tourniquet multiplace, un bloc psychomoteur, une poutre d'équilibre qui fait aussi office de banc et quelques balançoires, dont une soucoupe et une par enfant. Un croque-livre a aussi été ajouté. Évidemment, la fameuse glissade Dino, qui est en quelque sorte l'emblème de ce parc, a été conservée. Notons que les travaux effectués ont respecté l'enveloppe budgétaire de 50 000 $ allouée. Le maire de Montmagny, M. Marc Lorrain. Que le processus a été lancé, on l'a expliqué tantôt, soit à la fin d'avril 2024. Ça paraît long, là, mais dans le fond, quand on consulte et qu'on demande à la population de s'impliquer concrètement dans une démarche comme ça, bien, dans le fond, il faut se laisser le temps de bien faire les choses. C'est ça qu'on a fait. Une chose est sûre, on a osé quand même intégrer le budget participatif à nos pratiques parce que ça donne l'occasion aux Manimontoises de proposer des projets porteurs pour notre communauté en étant directement impliqués dans les diverses étapes du processus. On l'a expliqué tantôt. Quand je vois le résultat du rajeunissement du parc Tortillard, la chenille en moins, projet qui avait obtenu le plus de votes, je pense. Bien, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est une belle réussite parce que ça répond directement aux besoins exprimés par Marie-Pierre Coulombe tantôt. Puis, dans le fond, j'étais là aussi à l'ouverture. Je pense que ça, quand même, il s'est fait beaucoup de travaux en pas beaucoup de temps. On l'a inauguré, mais annoncé ici, je pense que c'était au printemps. C'est toi qui as proposé le projet. Merci encore. Puis d'offrir des modules de jeu davantage adaptés aux enfants d'âge de 0-5 ans. Considérant que les enfants plus âgés du secteur ont accès au parc Saint-Nicolas, au parc Basse-Bretagne, à la cour aussi de l'école Saint-Pétis ou en dehors des heures de classe, c'est un beau complément à notre offre d'infrastructures récréatives. On parlait du parc Saint-Nicolas et bien d'autres tantôt. Là, En raison du succès de cette première édition, la Ville répétera l'expérience en 2026. Les modalités entourant cette nouvelle mouture seront annoncées au printemps prochain. Encore une fois, toutes les étapes seront menées sur la plateforme de participation citoyenne jeparticipe.ville.montmagny.qc.ca. Ici Mario Lacombe, au parc Tortillard à Montmagny pour CEMA TV Information. Les élèves des écoles de Matapédia à Grande-Rivière étaient nombreux à participer au défi Gaspésie, qui est une course à obstacles de 20 km organisée par le Centre de services scolaires René Lévesque. Un reportage de l'équipe de Télévague. Le défi Aventure Gaspésie est une compétition multisport qui prend la forme d'une course d'aventure et d'orientation. Organisée par le Centre de services scolaires René Lévesque, cet événement annuel vise à promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes de 12 à 17 ans et à favoriser la socialisation et les échanges entre les différentes écoles participantes. Lors de cette compétition amicale, des équipes de 2 à 4 personnes effectuent un parcours d'une vingtaine de kilomètres parsemé de différentes épreuves. Rassemblant des élèves provenant des écoles secondaires de Matapédia à Grande-Rivière, le défi Aventure Gaspésie a tenu sa promesse et a offert une série de défis en plein air. L'activité s'est tenue dans différents secteurs de Carleton-sur-Mer, forts, plages, terrains de golf, randeux, sous une météo clémente et accompagnée d'un vent soutenu. Le défi Aventure Gaspésie en chiffres.
250 participants et participantes, dont environ 50% étaient des filles. 7 écoles secondaires représentées, 20 km de parcours, 15 points de contrôle à trouver en pleine nature gaspésienne, 50 accompagnateurs, accompagnatrices et bénévoles, et une dizaine de partenaires et de collaborateurs. Deux jeunes garçons de la polyvalente de Passepébiac m'ont fait part de leurs impressions quelque temps après leur arrivée. Ben, au début, c'est sûr que c'était un peu épeurant. Il y avait beaucoup de personnes. Puis au poinçon, il y avait beaucoup de personnes aussi, fait que ça a pris un peu de temps. Mais après, quand on a passé le TR1, c'était quand même un peu plus smooth. Il y avait plus beaucoup de personnes. Fait que ouais, c'était correct. Moi, j'ai trouvé ça dur parce qu'on course de la page, puis mes chevilles, ça n'a pas fait tant de bien parce que j'étais comme balancé un peu. C'est ça. Puis est-ce que tu réussissais à suivre ton coéquipier quand même? Ah oui, on allait au même rythme les deux, puis ça a bien été. Puis est-ce qu'il y avait beaucoup de groupes avec vous autres ou vous étiez séparés? Comment ça fonctionnait? Ben, enfin, moi, quand Olivier, on courait, on voyait plein de monde en avant de nous. Puis quand on se tournait, on voyait encore plus de monde derrière nous. Fait qu'on était comme dans un gros moton, éloigné. Vous étiez comme un peu au milieu de peloton ou... À peu près, ouais, au milieu de peloton quand ça a commencé. Ouais. C'était quoi ton feeling, ton sentiment quand tu es arrivé, tu as passé le pont, le petit pont couvert au terrain de golf, puis là, tu es arrivé à ton vélo? Ah, ben j'étais content. C'était moins dur, puis les chevilles, là, c'était plus les jambes. Fait que ça a mieux été en vélo. Oh, j'étais pas mal content. C'était un moment de bonheur, là. J'avais moins mal aux jambes aussi. Fait que j'étais pas mal content, ouais. Puis d'après toi, ça prend-tu des aptitudes spéciales pour faire ce genre de course d'orientation-là? Quand même. Pas nécessairement, mais il faut quand même être en shape, hein, puis avoir le vouloir de terminer la course. Ben, si t'as envie d'y aller, ben vas-y. Pas obligé d'être bon. Non, pas besoin d'être en forme, plus que c'est ouvert à tout le monde comme course. Ouais. Puis toi, est-ce que tu recommanderais à tes amis qui ne l'ont pas fait d'aller la faire l'année prochaine? Ouais, c'est vraiment le fun. Ils devraient y aller. Comment ça s'est passé avec ta coéquipière? Quand même bien. Au début, c'est plus moi qui la ralentissais, mais après, on était quand même pas mal égal. Donc, ça a bien été intégralement là, tout le long de la course. Ouais. Puis, à ton arrivée, comment tu te sentais quand tu as finalement franchi le fil d'arrivée? Ah, très fier. J'étais fier de mon accomplissement, puis d'avoir fait la course. Puis, il y avait tous mes amis qui m'attendaient avec des bras grands ouverts. Puis, c'était fun. Alors, c'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.